En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Rarement un livre aura été autant vilipendé avant même sa parution, avant même que quiconque n'ait pu le lire, au point que son éditeur, pourtant initiateur du projet, a hésité à censurer l'ouvrage. Après avoir été déprogrammé face à l'obscurantisme woke, paraît enfin en librairie et nous avons eu le plaisir ce dimanche de recevoir ces deux auteurs, la professeure de lettres Emmanuelle Hénin et le linguiste Xavier Laurent Salvatore. Le wokisme est-il un nouvel obscurantisme? Comment noyaute-t-il l'université? Étend-il son emprise au-delà alors que Trump tente de combattre le wokisme aux États-Unis? La France va-t-elle devenir son dernier refuge? Tout de suite les réponses d'Emmanuelle Hénin et Xavier Laurent Salvatore. En toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, avec Xavier Laurent Salvatore et Emmanuelle Hénin, on parle de votre livre Face à l'obscurantisme woke. C'est aux presses universitaires de France. Ça a fait couler beaucoup d'encre avant même que quiconque ait pu lire le livre, puisque vous avez été victime d'une cabale médiatique. L'éditeur avait déprogrammé le livre. Et dernier rebondissement, le livre est paru ce jeudi et la maison d'édition des presses universitaires de France a été vandalisée par les woke. Est-ce que ça vous donne raison? Je ne sais pas qui est-ce qui... on va commencer par Emmanuelle Hénin, bonjour. Bonjour, en effet. Donc ça vous donne raison, nos adversaires semblent acharnés à vouloir nous donner raison, parce que ce livre, finalement, devait passer sous les radars. C'était le 10e livre de l'année sur le wokisme, écrit par 26 universitaires qui ne sont pas spécialement tous très célèbres, etc. Ce n'est pas un sujet qui passionne normalement tout le monde, mais avec cette censure, il donne raison premièrement à notre dénonciation de la censure, à l'idée qu'ils sont totalitaires et tout-puissants, puisque ce livre était dédié quand même aux victimes de la censure, donc à nous-mêmes, finalement à nous-mêmes. Et deuxièmement, et surtout, il donne raison à l'obscurantisme. Pourquoi? Parce que toute cette cabale contre un livre dont on n'a pas lu une ligne, dont on ignore absolument de quoi il parle. Et c'est bien l'idée qu'il n'y a pas de débat d'idées, il n'y a pas d'argument, mais simplement un rapport de pouvoir, un affrontement finalement entre les méchants et les gentils. Et toujours le chiffre 2. Quoi. Donc soit on est pour Trump, soit on est contre Trump. Donc soit on est contre le wokisme et donc pour Trump, soit on est pour le wokisme, etc. Et donc jamais une nuance, jamais possibilité de discuter. Et puis le fait de s'attaquer à des livres, moi, je pense que c'est la marque des régimes totalitaires, disons-le clairement. Absolument. Xavier Laurent Salvatore. Merci. On flirte avec l'autodafé. En réalité, on voit bien qu'à travers la censure, on attaque aujourd'hui un éditeur et un libraire, une librairie scientifique. Je pense que il suffit d'attendre encore un tout petit peu pour voir que finalement, l'enjeu de tout ça, c'est une représentation du savoir qu'ils cherchent à museler. Il faut indiquer à nos contempteurs que les bibliothèques sont remplies de livres offensants et je ne doute pas qu'un jour, ils finiront par aller graffer, abîmer les vitrines de nos bibliothèques. De ce point de vue-là, ils nous donnent raison. C'est un obscurantisme qui s'acharne à lutter contre le dialogue, contre une représentation de l'université et de la science. Et de ce point de vue-là, on ne peut que les en remercier, parce que finalement, ils nous donnent raison, et sur la censure, et sur le combat scientifique que nous cherchons à légitimer. Emmanuelle Hénin, en tant que professeur de lettres, ça vous inquiète particulièrement, ces attaques contre les livres? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque demain qu'on s'attaque, ou est-ce que ça a déjà commencé d'une certaine manière? On se connaît la volonté de réécrire certains classiques pour les mettre, je dirais, par rapport aux valeurs contemporaines. Est-ce qu'on est au début de quelque chose de particulièrement inquiétant? Oui, alors je voudrais juste ajouter quelque chose sur la censure, c'est que l'enjeu de cet acharnement, c'est simplement que les PUF sont quand même représentatifs de l'université. Enfin, c'est l'image des presses universitaires, et nos adversaires voudraient garder le monopole exclusif de la parole universitaire. Donc l'idée, c'est vraiment de nous chasser du cercle de la raison, de nous chasser du cercle de la science, alors même que eux agissent avec un totalitarisme absolu et de manière absolument peu scientifique, comme en témoignent les nombreuses citations que je pourrais vous donner tout à l'heure. Alors, vous pouvez me les donner. Allez-y. Alors des citations, j'en ai beaucoup. Je voudrais commencer peut-être par Judith Butler, qui est quand même l'égérie du mouvement, une des égéries du mouvement. Voilà ce qu'elle se demande.
Quel sens y a-t-il à ce que la représentation figure des sujets construits par l'exclusion des personnes qui échouent à se conformer aux conditions de possibilité non déclarées et normatives pour tout sujet? C'est extrêmement compliqué. Oui. Voilà, et c'est tellement compliqué que c'est un véritable ésotérisme qui nécessite évidemment des gloses infinies pour se demander ce qu'elle a bien voulu dire là-bas. Et une fois qu'on a fait des gloses infinies, on est revenu au point de départ. Voilà, c'est-à-dire que c'était vide, ça ne veut rien dire, et donc on peut indéfiniment accumuler les faux savoirs. Et donc ce que je voudrais aussi dire, c'est que si autant de monde se dirige vers ces fausses sciences, c'est par paresse intellectuelle et par facilité. Parce qu'ils n'exigent ni érudition, ni apprentissage de langues compliquées. On connaît l'érudition d'un Pierre Vermeyren ou d'une... Pierre Vermeyren, qui est un des co-auteurs du livre, qui a dirigé le livre avec vous. C'est un livre, on le rappelle, collectif. Il y a 26 auteurs. Il y a 26 auteurs. Donc Pierre Vermeyren ou Florence Bergeau-Blaclair se sont donné la peine d'apprendre l'arabe, de passer beaucoup de temps dans les pays arabes, de lire énormément, alors que du côté des islamo-gauchistes que nous dénonçons, il n'y a pas l'ombre d'un savoir. Et donc déjà... il y a cette espèce de facilité. Il y a cette espèce de facilité qui explique... Alors, vous me parliez des autodafés. C'est vrai qu'on voit de plus en plus, en France, pas encore trop, mais il faut savoir que Céline Masson a fait quand même l'objet d'appels à autodafé. Et puis, de plus en plus, cette manie de brûler les livres revient, en effet, au moins fantasmatiquement. Aux États-Unis, ils l'ont fait. Et en France, on n'en est pas encore tout à fait là, mais ce serait bien possible. Et dans les critiques qui nous sont adressées, moi je relevais que, je crois que c'est un article de Libération qui nous appelait les pompiers pyromanes. On sent que l'imaginaire du brûlot, l'imaginaire du bûcher n'est quand même pas bien loin. Et je pense que Emmanuel a raison de souligner qu'il y a une facilité à adhérer aux préceptes du wokisme. Parce qu'en réalité, le wokisme est une morale. Et nos contempteurs, nos opposants, sont en réalité des moralisateurs, des pépères la morale qui passent leur temps à nous dire ce que vous faites n'est pas bien ou ce que vous faites est bien. À partir du moment où vous adhérez à une grille de lecture aussi simple que celle de c'est bien, c'est pas bien, et que ne vous donnez pas la peine d'étudier pour y arriver, que vous n'adhérez qu'à une grille de lecture d'un bien relatif, parce que c'est ça aussi le problème, c'est ça aussi l'enjeu de ce que nous vivons aujourd'hui à travers les néoprogressismes et les idéologies identitaires. Ce qui est bien pour une communauté n'est pas forcément bien pour une autre communauté. Pour l'intérêt général, tout simplement. Exactement. Dans l'universalisme, nous affirmons qu'il y a une nécessité du vrai et de l'intérêt général au service d'une communauté unique, qui est celle de la communauté universelle, de la citoyenneté et de la République universitaire. Si vous fragmentez tout ça au nom d'une morale et que vous en faites une lutte de tous contre tous, eh bien effectivement, alors il devient très facile de choisir un clan et de lutter pour un clan. Et c'est ce à quoi nous assistons en réalité, une balkanisation de l'épistémologie, de la science. Et cette balkanisation aboutit à de la conflictualité au nom d'un bien relatif dont on ne sait pas vraiment ni comment le définir, ni quoi en faire aujourd'hui dans l'université. Dans nos sciences, au moins dans l'université française, nous revendiquions de la révélation de l'enquête, du vrai, de la vérité. À partir du moment où on bascule sur le bien, alors nous basculons sur une conflictualité sans fin qui ne fait que donner raison à ce que nous décrivons dans le livre, c'est-à-dire un obscurantisme. On va en parler de cet obscurantisme, de ce manichéisme aussi du wokisme qu'on définira peut-être. Mais pour rester sur les polémiques déclenchées par le livre, elles sont surprenantes d'une certaine manière, même si on connaît la volonté de censure des woke, leur hystérie parfois. Il y a aujourd'hui quasiment un livre par semaine qui sort sur le wokisme. Pourquoi tant de haine contre votre travail à vous? Vous disiez, Emmanuel Hénin, que ça venait du monde de l'université. Oui. Et en fait, c'est là où c'est difficile de vous décrédibiliser aussi. Oui, alors il est vrai que nous sommes 26 universitaires patentés. C'est ça qui rend fou probablement nos adversaires. Et que, en effet, cette cabale est venue du monde de l'université. De Patrick Bouchon entre autres, Patrick Bouchon, qui a jeté bien de l'huile sur le feu. Ouais. Et encore une fois, il s'agit d'avoir le monopole de la parole universitaire, le monopole du savoir. C'est vraiment cette ambition totalitaire. Alors que, encore une fois, ce livre serait passé quasiment inaperçu. Et quant à... c'est un livre parmi les autres. Quant à l'idée, cette accusation de pompier pyromane, elle est quand même un peu forte de café, parce que on nous accuse... aussi dans cette tribune de nous plaindre d'être invisibilisés et de faire plein de baroufs, plein de bruit, etc. Mais si on fait plein de bruit, c'est grâce à eux ou c'est à cause d'eux. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Ils nous font monter en épingle, ils nous mènent un boulevard de publicité et ils nous accusent d'emprunter ce boulevard qu'ils nous ont eux-mêmes
tracé. Mais la légitimité scientifique qu'ils nous chipotent en réalité, elle vient aussi de ce que disait tout à l'heure Emmanuel en disant que eux ne revendiquent que des discours vides, mais ce qu'ils cherchent en fait c'est l'imposture, c'est l'illusion du pouvoir universitaire. Ils transposent tout en relation de pouvoir. Or, typiquement, la science, elle ne dépend pas du support de publication. Je veux dire qu'on publie au PUF ou qu'on publie sur Wikipédia, l'importance de ce que nous disons repose sur notre légitimité individuelle, pas sur un pseudo-collectif qui serait le parti de l'université. Mais on voit qu'à travers la légitimité des PUF, finalement, notre livre se dote un peu de cet apparat dont ils se réclament eux. Ils aimeraient avoir la légitimité de publier sur des supports comme celui-là. Et en revanche, ils ne supportent pas que les presses universitaires de France nous accordent cette légitimité parce que eux ont l'impression que la légitimité scientifique vient du support de publication. Et on voit que là, il y a une confusion qui révèle en fait l'imposture de pouvoir scientifique qui est celle des woke. Et eux veulent l'illusion, l'apparence du pouvoir que confère le logo des PUF. Je crois que nous, en plaçant l'ouvrage dans cette maison d'édition, c'était très important pour nous. C'est un vieux projet. Nous avons mis 3 ans à le faire mûrir depuis l'Observatoire du décolonialisme, depuis le colloque de 2022 en Sorbonne. Eh bien, il était très important pour nous de poser de plein pied notre affirmation de revendication de collectif universitaire. Nous ne sommes pas une anecdote. Nous sommes nombreux à penser aujourd'hui que ce à quoi nous sommes confrontés est une vague obscurantiste contre laquelle il faut lutter. Xavier Laurent, Salvador, Emmanuel Hénin, merci. On continue à parler de votre livre collectif, véritable tournant dans la bataille culturelle autour du wokisme face à l'obscurantisme woke. C'est aux presses universitaires de France. On poursuit la discussion après quelques minutes de pause sur Sud Radio. À tout de suite, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité avec Emmanuel Hénin, professeur de lettres à la Sorbonne, avec Xavier Laurent Salvador, linguiste par ailleurs, président de l'Observatoire du décolonialisme. Ils nous parlent de leur livre collectif face à l'obscurantisme woke. C'est au PUF. C'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre puisqu'il a failli être censuré. Il vient de paraître il y a quelques jours, la maison d'édition Les Pufs a été vandalisée. On en a parlé dans la première partie de l'émission. Entrons maintenant dans le contenu de ce livre. Vous essayez de définir le wokisme et vous expliquez, Emmanuel Hénin, que plus que d'une idéologie extrêmement construite et charpentée, il s'agit en réalité d'un nouvel obscurantisme. Pourquoi ce titre et cette référence à l'obscurantisme? Alors, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Premièrement, que c'est l'obscurantisme, c'est l'ignorantisme qui nourrit véritablement cette idéologie. Par exemple, la volonté d'effacer l'histoire procède d'abord, outre que c'est stupide, parce que l'histoire est l'histoire, et elle a ses parts d'ombre, on ne nie absolument pas, on ne fait ni l'apologie du colonialisme, ni que sais-je, du fascisme ou autre, le passé est le passé, mais on veut effacer une histoire qu'on ignore. Alors, je donnerai l'exemple de Colbert, qui est pris par nos 2 historiens dans l'ouvrage. La statue de Colbert, dont Ramayad ne peut pas s'approcher à plus de 100 mètres sans avoir une commotion. Il faut savoir que Colbert est d'abord un grand réformateur de la France, un grand... il a encouragé, ministre, on sait tout ce qu'on lui doit. Or, qu'est-ce qu'on lui reproche depuis quelques années? On lui reproche le Code noir, qui a été promulgué en 1685, 2 ans après sa mort, et qui en réalité visait à améliorer la condition des esclaves, qui d'ailleurs esclavagistes qui était interdit depuis le XIVe siècle en France, mais qui avait lieu dans certaines colonies. Et Colbert a tout fait pour, dans ce texte, qui n'est pas complètement de son fait, a voulu en réalité obliger les maîtres à être cléments, à nourrir, à soigner, etc., leurs esclaves. Et on réduit Colbert à quelque chose qu'il n'a en gros même pas fait. Voilà, c'est typiquement l'exemple de l'obscurantisme. Deuxième exemple, peut-être les polémiques autour d'Israël. Le fait qu'Israël serait colonialiste, et seulement colonialiste. En fait, dans l'imaginaire woke, en tout cas dans l'imaginaire des jeunes générations incultes, les Juifs sont arrivés sur la terre d'Israël en 1948, comme ça, arbitrairement. Et ils ont dit « dégagez tout le monde, on s'empare de la terre ». Et voilà. Ils n'ont pas l'idée que ce peuple était là depuis 3000 ou 4000 ans, par exemple. Etc. Donc finalement,
notre idée, c'est de montrer que tout cela, toutes ces idéologies prospèrent sur l'effondrement finalement de l'école, du savoir. Voilà. Et en même temps, alimentent cet effondrement, bien sûr. Puisqu'à partir du moment où les professeurs eux-mêmes se mettent à enseigner que la science est raciste, que la France est colonialiste, etc., comment voulez-vous qu'on progresse ? Xavier Laurent Salvador, Emmanuel Hénin l'a rappelé, en fait on est dans un nouvel âge de la bêtise. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il prospère à l'université qui est censée être le temple du savoir. Comment cette idéologie, ou non-idéologie d'ailleurs, woke, s'est-elle répandue à l'université ? On a beaucoup parlé de l'influence anglo-saxonne. En réalité, quel est le processus ? D'abord, revenons à ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une grille de lecture extrêmement simple. Nous ne nous opposons pas, en réalité, à ce que des universitaires explorent les champs d'études qui les intéressent. Si, pour eux, la domination est une clé de lecture et qu'ils veulent absolument étudier la domination comme un objet en anglais, en études historiques, etc., qu'ils le fassent. Le problème aujourd'hui, c'est que cette grille de lecture, qui appartient aux études, proprement parlées, autoproclamées, de genre, aux studies, etc., est en train de devenir une grille de lecture qui s'impose dans toutes les disciplines. À peu près un quart de chacune des disciplines traditionnelles. On y reviendra après, mais même dans les sciences dures. Même dans les sciences dures, aujourd'hui, on voit apparaître des grilles de lecture, des mots-clés qui ont à voir avec ces studies, qui s'opposent en réalité au savoir disciplinaire tel que la science les a construits dans l'université. C'est le fameux mot épistémologie, qui est en fait la cartographie des sciences dans l'université. Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Eh bien, en réalité, la France a abandonné la gestion de la recherche. Si aujourd'hui vos auditeurs se demandaient, mais qui dirige la science, qui oriente la recherche aujourd'hui en France ? La réponse serait très simple. La France a délégué à l'Europe le soin d'inciter les chercheurs dans des champs disciplinaires, dans des orientations. Et comment elle fait, l'Europe ? Elle le fait par des financements incitatifs. Soit vous vivez dans votre université avec, comme certains collègues en pharmacie, 500 € de dotation pour travailler pendant 1 an, soit vous candidatez à des financements européens qui peuvent vous rapporter jusqu'à plusieurs millions d'euros par an. Pour pouvoir obtenir ces financements qui quand même changent la vie des chercheurs, parce que ça permet de faire vivre des doctorants, ça permet d'animer la recherche, un laboratoire, etc., eh bien, il faut proposer des projets de recherche qui s'inscrivent dans une série de mots-clés qui eux-mêmes dérivent d'une vision très anglo-saxonne des sciences, puisque pas un Français ne siège à la commission pour évaluer ces projets de recherche, et que cette grille de lecture bureaucratique s'est imposée par elle-même, par des anglophones qui eux-mêmes peut-être sortent des universités anglaises. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui les élites françaises ne sortent pas de l'université française, alors que sans doute que beaucoup de collègues politiques dans les universités anglaises, allemandes sortent, eux, de l'université anglaise ou allemande. Eh bien, ces mots-clés qui sont, eux, typiques de cette culture néo-progressiste ou identitaire, pleine de bons sentiments, et qui est en fait une idéologie de l'administration, qui relève d'une idéologie de l'administration, eh bien, incite les collègues à se positionner, non pas en fonction de la grille des disciplines universitaires, françaises, mais en fonction des studies américaines. Et donc, on peut comprendre que des collègues sous-dotés, pauvres dans l'université. Ce que vous voulez dire que les crédits de recherche attribués par l'Union européenne sur mots-clés sont des crédits attribués en très grande majorité. Il y a une prime au wokisme. En gros, il y a une prime à une orientation des discours idéologiques qui a à voir avec le wokisme. Et 15% de tous les financements proposés par l'Europe est réservé à la promotion sous forme de postes de la diversité, équité, inclusion. C'est-à-dire du domaine à proprement parler des idéologies néo-progressistes. Or, ces postes au sein de projets de recherche sont uniquement des postes de jeunes chercheurs. Donc ça veut dire que c'est depuis 15 ans que l'Europe alimente le léviathan de la pensée woke au sein des universités françaises jusqu'à provoquer une subversion à laquelle nous assistons aujourd'hui et sur laquelle nous tentons d'alerter l'opinion publique. Parce que la conséquence de ça, c'est que de l'université, de la configuration des sciences à l'université, en discipline ou en studies, ça c'est à la démocratie française d'arbitrer un jour sur cette question, eh bien de cette configuration des sciences découle l'organisation des lycée, l'organisation des enseignements en collège, voire la configuration des enseignements dans les écoles primaires. Si demain l'université décrète que l'étude de la langue française doit se faire en écriture inclusive, après-demain, les lycées et les collèges enseigneront en écriture inclusive. Si demain l'université dit que la magie autochtone est une
science, une épistémè, pas juste un truc qu'on observe, mais une science. Après-demain, on enseignera la magie dans les lycées, dans les collèges et dans les écoles primaires. Donc le problème est là, c'est que derrière ces financements européens et ce combat pseudo-corporatiste qui serait celui de quelques universitaires un peu ronchons face à des universitaires très progressistes, se dessine en réalité quelque chose de très grave, qui est la façon dont on se représente la tête bien faite d'un jeune homme entre 16 et 20 ans. Est-ce qu'on y accorde une prime à la langue, à la science ou au bon sentiment, à la bien-pensance et à l'écriture inclusive? Ce débat-là, un jour, il faudra bien l'arbitrer. Et nous, c'est ce que nous demandons, c'est que si un jour le politique doit arbitrer sur cette question, qu'il le fasse de manière informée. On ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir alerté sur les dangers que font courir notamment ces mots-clés anglo-saxons sur la configuration des cerveaux des jeunes personnes qui aujourd'hui sont en charge dans les écoles et dans les lycées. Emmanuel Hénin, on voit bien comment finalement cette idéologie ou ces mots-clés noyotent l'université. On voit bien comment on transforme en science ce qui ne l'était pas autrefois, mais on transforme également les sciences dures. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle est l'influence aujourd'hui du wokisme, je ne sais pas, en médecine ou en biologie, ou dans des matières où on imaginerait que le wokisme est très loin, parce que... Alors, très concrètement, des millions sont attribués à des recherches sur le racisme en médecine. Et les idées, c'est de Joseph Ciccolini, notamment dans notre livre, en parle. Il montre que la variable du genre et de la pseudo-race sont censées avoir une incidence, selon ces théories, très importante dans le cancer. Et donc, on va investir des moyens gigantesques, on parle de dizaines de millions de dollars, pour montrer cela. Alors que, évidemment, non. Alors, il parle de l'effet ice cream. Qu'est-ce que l'effet ice cream ? C'est qu'on a remarqué que quand on mange une glace à telle date sur une côte ouest des États-Unis, on a plus de chances d'être mangé par un requin. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'évidemment, si on mange une glace, c'est qu'il fait beau. S'il fait beau, c'est qu'on va se baigner. Et donc, il y a plus de nageurs. Donc, il y a plus de gens qui risquent de rencontrer un requin. Et il dit que c'est exactement la même chose. Pour ces pseudo-démonstrations que les populations dites racialisées ont plus de chances de tomber malades parce qu'elles ont une moins bonne hygiène de vie, parce qu'elles sont plus pauvres, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ont la peau noire qu'ils ont tel cancer. Voilà. C'est tout. Donc, il démontre ce genre de de sophisme, finalement. La culture de la domination, en réalité, telle qu'elle est pensée par les auteurs woke, s'est progressivement substituée au bon sens, en réalité. À la lutte des classes, ils ont substitué la lutte des races. Et c'est ainsi que progressivement, on voit réhabiliter la question de la race dans le débat universitaire. Et c'est quelque chose qui va effectivement infuser, par exemple, en médecine. On va le voir, par exemple, concernant aujourd'hui, alors ça, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, mais que démontrent aussi nos collègues oncologues. Par exemple, a-t-on le droit d'écarter le cancer de la prostate pour le diagnostic d'une personne dont les chromosomes sont ceux d'une personne femme ? A-t-on le droit de le faire moralement ? La réponse semble évidente aujourd'hui, mais elle ne l'est plus. Et voyez comment progressivement la grille de lecture morale s'impose comme quelque chose qui vient contraindre le discours scientifique, et à l'idée même qu'on pourrait dire, bien non, pas de cancer de prostate pour la femme, la réponse aujourd'hui est, attention mon ami, discutons-en 5 minutes. Et cette pseudo-menace-là est extrêmement dangereuse et fait peser un risque sur la recherche scientifique et sur les financements également. Oui, alors je dirais juste, j'ajouterais que... Vous pourrez rebondir, Emmanuel, après la pause, on a un peu dépassé, mais on se retrouve dans quelques minutes. On poursuit le débat sur le noyautage des universités par l'idéologie woke. À tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité. On parle de Face à l'obscurantisme woke qui vient de paraître aux éditions PUF, livre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a failli être censuré. Nous avons le plaisir de recevoir 2 des auteurs de ce livre, Emmanuel Hénin, professeur de lettres, et Xavier Laurent Salvador, linguiste. On discutait avant la pause
de la propagation de l'idéologie woke dans les sciences dures. Emmanuel Hénin, je vous ai coupé la parole avant la pause. Vous vouliez rebondir sur ce sujet. Oui, à propos de médecine et de cancer, Xavier Laurent disait qu'il y avait une menace, mais c'est beaucoup plus qu'une menace, puisque Céline Masson et Caroline Eliachef racontent dans leur ouvrage, Le serment d'Hippocrate, la manière dont un gynécologue a été suspendu par l'ordre des médecins pour avoir refusé d'examiner un homme transidentifié, en disant simplement « je ne suis pas compétent ». Mais l'homme en question a dit « non, je suis désolé, je suis une femme ». Donc, voilà. Et l'ordre, ça que l'homme le dise, d'accord, mais que l'ordre des médecins lui donne raison, c'est hallucinant. Donc ça a des conséquences concrètes. Ça a des conséquences. Voilà, de censure, mais également de censure des médecins, j'allais dire. Est-ce qu'il y a les carrières universitaires de ceux qui essayent de résister à cet obscurantisme woke sont-elles bloquées, pour le dire clairement, voire annulées, Alors oui, on a plusieurs exemples des collègues qui s'adressent à notre collectif, mais le plus énorme, c'est sans doute un collègue de psychologie qui est suspendu 3 ans sans traitement pour avoir dit qu'un homme et une femme, c'était différent. Et ça réagissait différemment, notamment au trauma. Voilà. Et on voit aujourd'hui, je vous rappelle que les carrières universitaires sont des carrières politiques en réalité. Je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais... vous allez nous l'apprendre. Au moins le comprendre. C'est-à-dire qu'on doit rappeler qu'aujourd'hui, pour être maître de conférence, pour être professeur d'université, il faut être élu. Et c'est toujours une élection. Alors c'est une élection faite par un collège bien particulier, qui est un collège de collègues universitaires qui votent la promotion, qui votent l'élection ou qui votent votre changement de statut. Donc vous imaginez bien que dans un univers un peu conflictuel où déjà on se bat tous les uns contre les autres pour obtenir des financements pour nos futurs étudiants, des financements pour des thèses, des financements pour des places, ce type de pressions idéologiques qui amènent progressivement l'université à ressembler un peu à un parti en réalité. On nous reproche en réalité de dire ce qu'il ne faudrait pas dire parce que nous ne sommes pas dans la ligne idéologique qui serait celle du parti de l'université. Eh bien, selon que vous êtes plus ou moins isolé, plus ou moins engagé, eh bien, vous êtes progressivement reproché et vous amène à être écarté des promotions, des carrières, des postes, etc. Et donc effectivement, beaucoup des gens qui rejoignent l'Observatoire, de ceux qui ont contribué au livre, ont été confrontés dans leur carrière à ce type de sanctions. Les commissions disciplinaires sont devenues un enjeu, on l'a bien vu encore très récemment, aujourd'hui, lorsqu'une présidente d'université n'est pas tout à fait d'accord avec un collègue qui se fait lyncher. On va y revenir pour ceux qui n'ont pas suivi. L'affaire Fabrice Balange à l'université Lyon 2, cours interrompu par des étudiants entre guillemets cagoulés, en kéfier, au cri de dehors sionistes. Donc Fabrice Balange, spécialiste de la question de la Syrie, notamment obligé de quitter, d'évacuer son cours, placé sous protection fonctionnelle. La présidente de l'université Lyon 2 a mis longtemps à réagir. Je crois qu'elle a mis 15 jours et finalement c'était pour accabler son collègue, dire, j'ai plus les mots exacts, mais qu'il l'avait sans doute bien cherché, compte tenu notamment de ses positions sur Gaza. Sur Gaza, absolument. Et comment on en arrive là? Parce que justement, cette dame est élue. Oui, absolument. C'est un processus électoral. Moi, je ne le vois pas autrement. C'est-à-dire qu'on est dans un système universitaire, un système d'élection, dans lequel le vote étudiant pèse très lourd. Donc la sociologie... Et le vote étudiant, ce sont les étudiants, tous les étudiants de l'université qui votent, ou ce sont majoritairement les associations politisées? Sur le papier, tous les étudiants votent. Dans la réalité, ce sont les associations étudiantes. Enfin, je prends l'exemple de plusieurs universités de la banlieue parisienne où sur 25 000 étudiants et 5 000 enseignants, on voit des présidents d'université élus avec 450 votes exprimés. 450 votes exprimés. Dans des collèges répartis de telle sorte qu'on va retrouver par exemple des auditeurs libres ayant le droit de voter, je pense à l'université du 5e arrondissement, qui autorise les auditeurs libres à voter dans le corps étudiant et les étudiants doctorants à voter dans le corps des maîtres de conférences. Donc la sociologie étudiante pèse en réalité très lourd sur les processus électoraux qui permettent d'élire les présidents d'université. Donc les présidents d'université, qu'on le veuille ou non, obéissent à un processus électoral. Dans le cas de l'affaire Balanche, il est très surprenant de voir l'institution lâcher Fabrice, mais en plus voir la conférence des présidents d'université, renommée en France Université, publier un communiqué pour soutenir la présidente d'université contre le collègue lynché dans son cours. Et on ne peut pas le comprendre
si on ne voit pas que les présidents d'université obéissent en réalité à un corps électoral et à la sociologie de ce corps électoral. Autrement dit, si on a une sociologie d'un corps électoral qui est extrêmement wokisé, qui est extrêmement engagé dans la lutte islamo-gauchiste, qui est extrêmement présent sur les campus pour défendre les causes des néo-identitarismes, néo-progressismes, eh bien on aura évidemment une sociologie du corps des présidents d'université qui obéira à cette injonction idéologique. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'affaire Balanche. Il est temps aujourd'hui de comprendre que cette lutte politique qui se mène dans les établissements aujourd'hui a de lourdes conséquences sur les collègues, sur les enseignements, sur les financements, et donc à court terme, et ça vraiment c'est quelque chose à quoi moi je tiens, que je développe dans l'ouvrage, sur la sociologie du secondaire. De l'université dépendent les recrutements CAPES, agrégation, professeurs de collège, de secondaire et de primaire. Voilà, et on a donc affaire à un corps politique qui se fait élire en fonction des impératifs que ces jeunes croient importants. Donc, il ne faut pas s'étonner. Je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui, parce que je pense que c'est quelque chose que nos auditeurs ne comprennent pas très bien ou ne connaissent pas très bien, parce que c'est effectivement extrêmement opaque. Je pense que beaucoup pensent que les directeurs d'université sont nommés quasiment par l'État, avec un cahier des charges très, très strict, du fait qu'ils touchent aussi des financements de l'État, ou indirectement même. On parlait tout à l'heure des financements européens, mais il ne faut pas oublier que les financements européens viennent à l'origine de la France. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce qu'on a une conséquence là, collatérale, Emmanuel Hénin, de l'autonomie des universités qui a abouti finalement au règne des minorités radicales ? Je ne sais pas trop si... Ça, je laisserais plutôt Xavier Laurent répondre sur cette question. Volontiers. Non, mais oui, bien sûr que l'autonomisation des universités aboutit à ça. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la cartographie universitaire française est assez sidérante. Plus d'un tiers des universités aujourd'hui sont en faillite. Les grandes universités de centre-ville et de la capitale sont mises sous tutelle de la Cour des comptes, tout simplement parce que la pauvreté que nous gérons au sein des universités, on nous assigne à nous, avec très peu de moyens, de devoir gérer à peu près 60% de la jeunesse française. Eh bien aujourd'hui, cette pénurie, cette difficulté-là, ça a des conséquences gigantesques. Alors, sans doute que l'autonomisation a été une voie pour permettre aux établissements de se sortir de ce système-là, mais entre l'inertie d'un ancien monde qui ne veut pas entendre parler de la gestion de l'argent et les impératifs moderne, de l'Europe moderne telle qu'elle s'impose aux universités, aboutit à une conflictualité extrêmement violente dans laquelle la sociologie du corps électoral de chaque université pèse extrêmement lourd. Ça, je le répète. Et donc, ça aboutit effectivement à ce que des minorités, ou qui se revendiquent en tant que minorités, qui se constituent parfois en association et qui sont financées par le biais, par exemple, de la CEVEC, la contribution à la vie étudiante, qui est gérée par les universités pour financer les associations étudiantes, aboutit progressivement à ce que les campus universitaires soient des lieux extrêmement politiques, autonomes, isolés du reste de la population, dans lesquels la sociologie du corps électoral pèse extrêmement lourd sur les orientations. Emmanuel Hénin, on voit bien que l'université est le laboratoire du wokisme pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons économiques, de confort relatif, mais de confort matériel des chercheurs. Mais ce que suggérait aussi Xavier Laurent Salvador, c'est que l'université, c'était que le début finalement d'un processus et que ça se répandait en cascade d'une certaine manière. Ça ruisselait, j'allais dire, sur le reste de la société. Oui, alors c'est un des problèmes, justement. Et je voudrais prendre l'exemple, parce que pour que nos auditeurs voient bien de quoi on parle, l'exemple de l'idéologie du genre. Parce que, sous prétexte que Judith Butler a dit le sexe n'existe pas, le sexe est fluide, alors on va avoir, disons, dans toutes les institutions, voilà. Je prends l'exemple du planning familial, sexe, construit social. Il est communément admis scientifiquement que le sexe est un spectre, scientifiquement. Donc on trouve ça dans un document de l'État. Voilà. Ensuite, quand les professeurs veulent faire leurs cours, ils vont voir les manuels. Donc dans de plus en plus de manuels de biologie, on vous dit aussi que le sexe n'existe pas, que c'est un genre, qu'il faut se situer sur une variable qui peut changer d'heure en heure, etc. Et puis, quand on va voir tous les documents qui sont mis en ligne sur les sites gouvernementaux, on trouve le même discours. C'est-à-dire qu'on a un discours idéologique qui est en passe de devenir
officielle en réalité, qui est tenue. Regardez par exemple le remplacement de père et mère par parent 1, parent 2 sur les papiers d'identité. Donc c'est non seulement on trouve ça dans les écoles parce qu'on trouve ça dans les manuels et parce que on trouve ça chez les professeurs qui ont eux-mêmes subi ces cours de genre à l'université, etc. Mais aussi on trouve ça, ça vient de toutes les institutions. Donc il y a une espèce de convergence qui nous fait apparaître cette convergence comme des dissidents absolument sulfureux. Dire aujourd'hui que l'homme existe, la femme existe, que le sexe n'est pas un spectre, c'est profondément dangereux. J.K. Rowling en a fait les frais. Comment s'appelle-t-elle cette Kathleen Stock aussi en a fait les frais. Elle a quand même perdu son poste à l'université du Sussex. Elle est quand même une militante lesbienne, donc on peut pas lui reprocher d'être homophobe, par exemple, je pense. Mais simplement, elle a dit que la femme existait. Résultat, elle a perdu son poste. Voilà. Et je pense que la France s'honorerait, puisque maintenant il faut prendre un décret. Les États-Unis, puis l'Angleterre récemment, ont pris des décrets pour dire qu'une femme était définie par son sexe. Aujourd'hui, il faut prendre des décrets pour dire que la pluie mouille, mais tant pis, peut-être il va peut-être falloir en passer par là. Il va peut-être falloir en France en passer par là, et que Macron prenne un décret. Merci Emmanuel Hénin, merci Xavier Laurent Salvador. C'est pas fini, il reste encore une dernière partie dans cette émission. Puisqu'on parle de décret et de Donald Trump, on parlera justement de la situation des universités aux États-Unis et du fait qu'Emmanuel Macron veut ouvrir les portes des universités françaises aux chercheurs américains. C'est tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio pour cette émission consacrée à Face à l'obscurantisme woke, le livre des PUF, ouvrage collectif réunissant 26 universitaires pour critiquer l'emprise de l'idéologie woke, non seulement sur l'université, mais dans toute la société française. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau deux des auteurs de ce livre qui ont dirigé cet ouvrage, Emmanuel Hénin et Xavier Laurent Salvador. Emmanuel Hénin, vous vouliez, pour tout dire à nos auditeurs, pendant la pause, vous m'avez dit, je voudrais citer des exemples concrets de thèses bidons, et donc volontiers de thèses woke qui sont considérées comme scientifiques et apparemment rien qu'en ayant les énoncés, je pense que certains vont tiquer parmi nos voilà, nos alors auditeurs. j'en cite 2 et après je vous citerai quelques matières aussi. L'esquisse pour une épistémopolitique de la totalisation intersectionnelle. Intersectionnalité, consubstantialité, dialectique. Deuxième exemple, la cosmovision amérindienne de l'expérience corpo-spirituelle et épistémique existentielle comme levier de transformation sociale et politique de la promotion de la santé. Et parmi les matières qu'on voit maintenant enseignées à l'université, il y a la magie, donc, en Angleterre, des colloques de spiritisme en France récemment, parler avec les mortes, les morpte.e, voilà. L'archéologie queer qui consiste à s'interroger quand on découvre des ossements de vikings pour savoir s'ils sont non-binaires ou trans ou je ne sais quoi. Les mathématiques queer, bien sûr, pour qui 2 + 2 font 4 et un signe de suprématisme blanc, dangereux. La linguistique des plantes, dont Xavier Laurent est spécialiste, à contrario, qui consiste à bien écouter les pissenlits et à voir si vraiment il y a une syntaxe dans leur langage. La géographie des sexualités, notamment de l'anus, dont nous avons une brillante spécialiste à la Sorbonne. Les études de corpulence, le gastroféminisme. La cuisine est une manière de trahir le patriarcat et l'oppression patriarcale, mais aussi l'hydrosexualité, puisque les crevettes du lac Salé sont victimes d'oppression d'oppression sexiste, colonialiste et antispéciste. Voilà, il y a aussi toute une littérature sur le queerisme canin, les chiens queer. Et c'est tellement délirant que des chercheurs, c'est bien connu, 3 chercheurs anglais ont fait paraître une série d'articles complètement canulars il y a quelques années, dont un justement sur la sexualité des chiens dans les parcs en Oregon, qui ont eu un succès dans des revues scientifiques patentées et qui ont eu un succès fou, qui ont été récompensés par les revues. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre le canular et l'article scientifique. Je crois que c'était Peter Bogossian voilà. D'ailleurs, et qu'il avait même recopié le Mein Kampf d'Hitler en changeant quelques mots, et ça avait été également... Voilà. Parmi les articles en question, il y avait Mein Kampf,
avec le mot blanc remplaçant le mot juif. Et ça avait été finalement validé et bien reçu. On en rirait presque, mais vous l'avez dit, l'idéologie woke se répand dans la société, à commencer par l'école, les collèges, l'école primaire même parfois, mais aussi dans l'État où on utilise l'écriture inclusive notamment, dans les médias bien sûr. Donc ça se répand par capillarité dans toutes les sphères de la société, cette idéologie. Ben oui, c'est normal, parce que c'est un... Alors d'abord, pour commencer, on en rirait presque, mais moi je suis pour qu'on en rit un peu quand même. Oui, tout de même. Quand même, on a le droit. Nous-mêmes, nous avons publié quelques canulars, quelques parodies, et moi je pense qu'on a le droit. Absolument pas le sens de l'humour. Ils nous le reprochent. La première attaque qui nous avait été adressée à travers les premiers ouvrages que nous avions publiés sur ces questions, ça avait été ça. C'était pour cet observatoire qui prétend être drôle. Donc non, oui, on prétend pas être drôle, on prétend juste avoir le droit de rigoler avec ceux que ça fait rigoler. Enfin voilà, on va pas non plus exagérer. Mais effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive à un moment, nous, ça fait à peu près 10 ans qu'on est engagé dans la description et la documentation de ce phénomène. On arrive au premier moment où les étudiants qui adhéraient ou qui ont été nourris, biberonnés à ce type de discours, arrivent dans la vie active, dans le monde politique, dans les médias, et ils adhèrent naturellement à la grille de lecture du monde qui leur a été donnée. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner de voir, on a l'article de Vincent Tournier dans l'ouvrage sur la question des médias, de l'ARCOM, mais on pourrait le développer aujourd'hui dans le monde politique, les discours à l'Assemblée nationale, la pénétration de l'écriture inclusive dans les grandes institutions, la prime accordée à à l'entreprise de Caroline de Haas, EG, pour former tout le monde justement dans les médias, dans les entreprises, au discours qu'il faut et qu'on a le droit de dire. Il y a des mots qui sont admis, des mots qui ne sont plus admis. Il y a des listes de mots qu'on a le droit d'employer, d'autres qu'il vaut mieux bannir. Enfin, bref, cette façon de penser qui est une façon morale. Quand je vous disais tout à l'heure, ce sont des pépères et des mémères la morale, mais c'est vrai, ce sont des gens qui passent leur temps à nous dire ce qu'il est bien de dire et ce qui n'est pas bien de dire. Et c'est quelque chose de très facile, si vous voulez, cette morale. Parce que ce sont des mots extrêmement simples, qui ne demandent pas à être documentés, qui ne demandent pas à être appris, qui ne s'étudient pas. On adhère facilement à une grille de lecture du monde, et soi-même, c'est un discours qu'on s'applique assez facilement à soi-même. Dès lors qu'on vous dit « Ah, attention, tu n'as pas employé tel mot, c'est discriminant », votre premier réflexe, ça n'est pas de dire « Non, je ne l'ai pas discriminé, je dirai ce que je veux », mais c'est de vous dire « Ah mince, j'ai fait quelque chose de mal. » J'ai été blessant. Et comme nous sommes tous des gens bien éduqués, eh bien, nous avons tous ce réflexe de nous autocensurer. Et dès lors qu'on rentre dans cette autocensure, qu'on adhère à cette idée que j'ai été offensant, j'ai été discriminant, etc., je fais ma contrition, je fais mon mea culpa, je m'excuse, je demande pardon d'avoir dit ces choses-là, et dès lors qu'on rentre dans l'examen de ce que sont dit, qu'on passe son temps à se regarder soi-même, eh bien on en oublie de regarder le monde, et c'est quelque chose qu'on fait tous très bien, de passer beaucoup de temps à se regarder pour voir si on est pur, propre, conforme à l'idéologie, à l'image qu'on veut avoir de soi, et c'est comme ça que progressivement, toute une génération est en train d'adhérer à l'idée que, eh bien, il faut être immaculé, il faut être généreux, il faut être bon, et c'est très bien d'être bon, mais encore faut-il avoir des repères communs pour décréter que le bien que vous voulez vous imposer à un monde est un bien véritablement universel et qu'il est vraiment systémique pour le coup. Parce que je vous rappelle quand même qu'un des fondements de cette épistémologie woke, c'est de vouloir absolument que le mal soit collectif et que le collectif majoritaire, la République française par exemple, soit rendu responsable de tous les maux imposés aux minorités dominées. Et donc, on dédouane l'individu d'avoir fait du mal et on rend le collectif coupable. C'est exactement cette démarche morale qui s'applique à toute une société aujourd'hui. Je voudrais qu'on finisse, il nous reste 1 minute et demie, sur ce qui se passe aux États-Unis, qui fait beaucoup réagir. Donald Trump qui coupe des crédits à certaines universités. Et le président de la République qui a annoncé finalement que la France allait accueillir les universitaires en exil. L'ancien président de la République, François Hollande, a même parlé de réfugiés scientifiques. Comment vous voyez cela? Est-ce que c'est la grandeur de la France ou est-ce que c'est troublant, surtout quand on connaît la situation des universitaires en France et quel type d'universitaire va-t-on accueillir, Emmanuel? Oui, alors d'abord, je voudrais quand même préciser que nous ne sommes pas pour Trump, nous ne sommes pas trumpistes. Nous avons même écrit une tribune dans Le Monde pour le dire, mais on nous a aussitôt démenti en disant que si. On mentait bien sûr qu'en fait on était des crypto-trumpistes. Mais surtout, on va sans doute accueillir, nous qui avons toujours de l'argent, on va débloquer de l'argent, entre guillemets. Il est toujours bloqué quelque part, on aimerait bien savoir où. Donc Macron va débloquer de l'argent pour accueillir ces spécialistes du genre, de la race, du racialisme, etc., qui vont encore gonfler
les troupeaux de racialistes et de genristes de l'université. Et c'est clair qu'on ne va sans doute pas accueillir des chercheurs comme vous le disiez vous-même, en sciences dures. Pas des futurs prix Nobel de prix Nobel, voilà, exactement. Et nos étudiants, en attendant, eux ne trouveront pas de place à l'université. On est sans doute trop pauvres pour avoir quoi que ce soit à partager. Moi, j'ai une pensée émue pour mes derniers étudiants qui sont partis s'installer en Norvège parce qu'ils ne trouvent pas de place en France. Et je suis bien content de voir qu'on va trouver tant de place pour ces collègues venus des États-Unis. Je me dis quand même qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire pour notre propre jeunesse quand même. Merci Xavier Laurent Salvador, merci Emmanuel Hénin. C'était un plaisir de vous recevoir. Allez acheter Face à l'obscurantisme woke, c'est passionnant et en plus ça énervera les woke qui veulent censurer ce livre. Merci d'avoir été avec nous, j'espère que vous allez apprécier. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.